De retour en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a salué la performance des éléphants footballeurs qui jouent ce soir à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Ghana. Il souhaite vivement que Yaya Touré et ses amis reviennent avec la Coupe à Abidjan. Ce dimanche se joue donc la grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour une deuxième confrontation en finale de la CAN. La première, c'était en 1992, remportée par la Côte d'Ivoire. Vivement que l'histoire se reproduise pour une deuxième coupe très attendue par le peuple ivoirien. L'épidémie d'Ebola a fait de nombreux orphelins dans les pays touchés en Afrique de l'Ouest. Ce sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Environ 16 000 enfants sont orphelins. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder chez RTI 1 pour le magazine de ce dimanche 8 février 2015. Nous recevons le directeur général du CPC, M. Esmaël Emmanuel Aessis. Avec lui, nous allons parler de la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Ce sera dans notre entretien tout à l'heure. Et merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de la France où il a participé au forum franco-africain pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. De retour en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a salué la performance des éléphants footballeurs qui jouent ce soir à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Ghana. Il souhaite vivement que Yaya Touré et ses amis reviennent avec la Coupe à Abidjan. Nous l'écoutons. Je viens d'effectuer une mission en France où j'ai pris part à l'invitation du président français, le président François Hollande, au forum franco-africain pour une croissance partagée. Ce forum qui a également vu la participation de deux chefs d'État, Ali Bongo du Gabon, de la République gabonaise, de Macky Sall du Sénégal, de plus de 50 ministres et de plus de 500 entreprises françaises et africaines, marque l'avancée des travaux de la Fondation franco-africaine présidé par l'économiste franco-béninois Lionel Zinsou. Alors, cette fondation franco-africaine, ou Africa France, vise à la fois à renforcer le partenariat et à stimuler les investissements entre l'Afrique et la France en rassemblant toutes les énergies. Il s'agissait donc de faire le point des relations économiques entre la France et l'Afrique. L'Afrique qui enregistre une croissance d'environ 5% par an depuis quasiment 2 décennies, présente de nombreuses opportunités d'investissement. Alors, au cours de ce forum, j'ai eu l'occasion de prononcer un discours sur les partenariats publics-privés, un concept important pour le développement en Afrique. J'ai indiqué que la Côte d'Ivoire, dès 1959, avait donc mis en place un partenariat public-privé avec la source d'Essie en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Et par la suite, bien sûr, nous avons fait d'autres partenariats publics-privés que j'ai également cités. Alors, j'ai indiqué que, en fait, il y a des besoins importants et grandissants de nos populations, alors que les moyens des États sont limités. Donc, il nous faut travailler avec le secteur privé dans le cadre de ces partenariats publics-privés pour avoir plus de ressources. Rien que dans le domaine des infrastructures, les besoins en investissement sont estimés pour l'Afrique à plus de 100 milliards de dollars, et alors que le secteur public dans nos pays, et avec l'aide au développement, ne peut donner que la moitié. Donc il nous reste 50 milliards de dollars à chercher au niveau donc, du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. Alors j'ai saisi l'opportunité de ce forum pour inciter les entreprises, notamment les entreprises françaises, à travailler avec le secteur privé ivoirien et à répondre aux appels d'offres que nous lançons à chaque fois
pour pouvoir choisir les entreprises concernant ces projets. J'ai également indiqué que les entreprises ivoiriennes devaient travailler à faire en sorte de participer auprès des entreprises françaises et dans le cadre de ces appels d'offres. Alors j'ai également exercé le secteur privé français, compte tenu de son expertise, à venir encore plus nombreuses en Côte d'Ivoire, ces entreprises pour contribuer à la formation et à l'emploi des jeunes Ivoiriens. Alors je tiens à remercier bien évidemment le président François Hollande pour d'abord son invitation. J'ai également salué son engagement pour les questions sécuritaires dans la sous-région, sur le continent et dans le monde, car sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Et je crois qu'il donne l'exemple quant à la nécessité de plus de sécurité pour les pays que nous sommes. Ce forum a regroupé un grand nombre d'entreprises françaises, mais également ivoiriennes. Et ceci a permis donc de renforcer les contacts et le partenariat entre les entreprises françaises et ivoiriennes pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors évidemment, étant à Paris, j'ai suivi la qualification de notre équipe, les éléphants, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Et je me suis entretenu dès la fin du match mercredi soir avec le président de la FIF pour le féliciter, leur dire toute ma fierté. Je lui ai demandé également de féliciter l'entraîneur ainsi que donc l'encadrement technique et tous ceux qui sont allés soutenir notre équipe, notamment le président de l'Assemblée nationale que j'ai eu également, pour leur dire que nous sommes très fiers de notre équipe, car vous savez, battre successivement le Cameroun, l'Algérie et la République démocratique du Congo, il fallait le faire. Donc c'est quand même une performance exceptionnelle et cela nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, comme tous les Ivoiriens, je serai devant la télévision pour voir comment se déroule le match. Je souhaite bonne chance aux éléphants et donc on espère les revoir dimanche ou lundi avec ce que vous savez. Voilà, bonsoir. Et ce qu'on sait, c'est la Coupe. Le président lui-même est confiant. Côte d'Ivoire gagne une très belle affiche pour la finale de la CAN 2015 en face de Yaya Touré, Gervinho, Sylvain Gbou, Boni Wilfried, Masgradel, Seridier et autres. Il y a les frères Ayew et Depay et d'autres. Tous veulent cette coupe. Il y aura de la qualité au niveau du jeu, mais vivement que les meilleurs soient les Ivoiriens pour une deuxième coupe très attendue par le peuple ivoirien. Avant la grosse finale ce dimanche, hier, les Congolais de la RDC ont battu les Équatoriens par 4-2 pendant les épreuves de tir au but. Score final, temps réglementaire, 0 but partout. La RDC remporte la médaille de bronze. Et tout à fait autre chose. Le gouverneur du district d'Abidjan vient de faire un don de véhicules et de motos à la brigade de gendarmerie de Songon. Il s'agit à travers ce don pour Mbegre Mambé de soutenir cette brigade dans sa mission de protection des populations. Ce qui paraissait comme une symphonie inachevée vient d'être réparé. Après avoir fait don de cette brigade de gendarmerie en juin 2013 à la population de Songon, le gouverneur du district d'Abidjan vient de la doter de matériel motorisé. Un véhicule de type 4x4 et 7 motos réceptionnées par le ministre chargé de la Défense. À travers ce don, Mbegre Mambé veut soutenir cette brigade dans sa mission régalienne de protection des populations. L'instrument qui sera remis à nos frères et sœurs gendarmes est un instrument qui va consolider leur volonté toujours affichée d'apporter aux populations la paix. Songon, distant d'une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, subit régulièrement le règne des bandits selon le maire de la commune. Ce don, selon Eric Nkumo Mobio, va contribuer à réduire le banditisme dans sa localité.
Très rapidement, nous allons, avec le sous-préfet et le commandant de brigade, nous mettre en place pour que nous puissions définir un schéma de sécurisation de nos populations qui, je le répète encore, durant ces dernières années, souffrent énormément. Le ministre chargé de la Défense se réjouit de ce geste qu'il considère comme une bouffée d'oxygène parce qu'il vient renforcer la mobilité de ces hommes. Il invite donc la population à entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de leur permettre d'assumer pleinement leur mission. Paul Kofi exhorte aussi les populations à ne pas se faire justice face au phénomène d'enlèvement et d'assassinat des enfants. Si vous constatez des individus de tout acabit, des braqueurs, des voleurs, des suspects pour enlèvement d'enfants ou pour tout autre, il faut les signaler à la gendarmerie, aux forces de sécurité. C'est elles seules qui peuvent rendre justice avec les tribunaux. Vous ne devez pas vous faire justice. Ces motos, 7 au total, seront complétées à 10 selon le gouverneur Begré Mambé. Outre la brigade de Songon qui reçoit le véhicule et 5 motos, les brigades d'Aniaman et de Benjaville recevront chacune 2 motos et celle de Port-Boué 1 moto. Un reportage de Vénance Herman Niamiech. Dans le cadre de ces échanges périodiques avec les victimes de la crise post-électorale, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Ouloto, a rencontré vendredi dernier les associations des victimes de guerre. Il a été question de ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Le processus est certes long et quelque peu compliqué, mais une chose est sûre, c'est dans l'intérêt des victimes, ces personnes qui ont effectivement subi des dommages de la crise ivoirienne. Le gouvernement, explique Anne Désiré Ouloto, ne veut laisser aucune victime pour compte. Pour la ministre de la Solidarité, l'État sous la houlette du président Alassane Ouattara a déjà mobilisé 10 milliards de francs CFA et s'active pour asseoir les conditions d'une indemnisation dans l'équité, la justice et surtout le respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que nous avons l'année dernière bataillé dur avec le ministère du Budget pour que cela soit inscrit indépendamment même de ce qui pourrait être fait en ce qui concerne la prise en charge globale des victimes. De façon à ce que nous puissions reprendre la prise en charge de ces blessés-là. À la COVICI, la Confédération des victimes de guerre en Côte d'Ivoire, et au CVICI, le collectif des victimes de Côte d'Ivoire, la ministre a rappelé un impératif, l'harmonisation de leur liste avec celle de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il s'agit d'identifier des personnes déjà profilées par ces structures, celles qui ont effectivement droit à réparation, et de marteler que c'est passé cette étape que pourra démarrer l'opération d'indemnisation. Anna Désiré Ouloto fait remarquer que l'État a déjà joué sa partition. Restent les organisations de défense des droits des victimes de la crise ivoirienne. Un commentaire de Léon Brou Kwame. Planifier et gérer ensemble le développement des communes de Côte d'Ivoire avec un budget participatif, c'est le thème du séminaire de renforcement des capacités des maires de Côte d'Ivoire. Séminaire initié par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. La première assemblée générale de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, au titre de l'année 2015, a mobilisé plus d'une centaine de maires et autorités municipales. Après 12 mois d'activité, l'équipe conduite par Gilbert Kafana Koné annonce de nouvelles actions pour cette année 2015. Au nombre de ces actions en projet se trouve l'organisation de journées de la commune ivoirienne, un forum annuel où les communes, les services de l'État, les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires au développement local se retrouveront pour faire le point des collaborations, au mieux conjuguer leurs efforts en faveur du développement local, durable et participatif. L'intensification des rapports avec les services de l'État pour limiter au strict minimum les obstacles qui pourraient entraver la bonne marche, la bonne mise en œuvre de la politique de décentralisation
du gouvernement. En plus de ces projets, l'UVICOSI pourra désormais compter sur l'AGEFOP, Agence de gestion de la formation professionnelle et de la Poste de Côte d'Ivoire. Il y a déjà une approche avec les différentes communes, mais nous voulons élargir cette action au niveau de l'UVICOSI afin que la fêtière elle-même se sente impliquée dans la mise en œuvre pour que de nouvelles dispositions puissent être prises en termes d'accompagnement. C'est un partenariat assez spécifique où la Poste voudrait apporter sa contribution dans la facilitation des habitudes de nos populations. Avec 32 ans d'existence, l'UVICOSI s'est vu accorder le statut d'association d'utilité publique lors du Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro le 14 janvier dernier. Le centre de santé d'Akeikwa vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée et d'un important lot de médicaments au nom du président de la République Alassane Ouattara. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a remis ses dons aux populations. Akeikwa a manifesté à cette occasion sa reconnaissance au chef de l'État, Serge Kolia. Les populations du village d'Akeikwa dans la commune d'Abobo auront attendu 18 ans après l'inauguration du centre de santé du village pour bénéficier d'une ambulance. L'attente, on peut le dire, n'aura pas été vaine, car c'est une ambulance médicalisée entièrement équipée que vient de mettre à la disposition des populations le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé. Une action qui, a-t-il indiqué, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle d'offrir aux populations les conditions d'un mieux-être et d'une meilleure prise en charge sanitaire. C'est la volonté du chef de l'État d'être très proche de la population à travers les actions pratiques, utiles et solidairement posées pour les populations. Il veut exprimer par ses dons sa présence à leur côté et au quotidien. Les cris de cœur des populations parviennent au chef de l'État et en réponse, il nous envoie vers les populations. Beaucoup d'actions sont prévues dans ce sens au cours des mois à venir. En plus de l'ambulance, le centre de santé d'Akeikwa a été doté d'un important lot de médicaments d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Des actions que les villageois, avec à leur tête le chef du village, saluent à juste titre. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance, mais en même temps, à travers lui, c'est le président de la République que nous regardons parce qu'il a promis, il le fait et le pays avance. À travers des actes symboliques, des danses de réjouissance, Akeikwa a exprimé sa gratitude au gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et au président de la République, Alassane Ouattara. Restons dans le domaine de la santé. L'organisation non gouvernementale Esther et Vie, en collaboration avec la fondation du footballeur international ivoirien Boni Wilfried, offre des médicaments, des vivres aux malades de l'ulcère de Buluri de l'hôpital Aoukatride de Djekano. C'est un don d'environ 3 millions de francs CFA. Attention, les images peuvent choquer. Ami Sissoko. Hôpital Aoukatride de Djekano, pavillon de l'ulcère de Burli. Jean-Frédéric, un petit garçon âgé de 13 ans, admis en classe de 6e, il n'a pu aller à l'école cette année du fait de l'ulcère de Burli. Il traîne cette maladie depuis 2 ans. Au stade actuel de sa maladie, Jean-Frédéric est en attente d'une greffe de la peau. Quand on m'a dit que je ne pourrais pas aller à l'école, ça m'a fait trop mal. Et je veux que cette plaie finisse vite et que j'aille à l'école. L'ulcère de Burli est une infection de la peau causée par une piqûre d'un insecte non encore identifié dans les zones marécageuses. L'ulcère de Burli est une pathologie qui se manifeste par des plaques pour certaines personnes, des nodules, une tuméfaction ou un ulcère. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les hôpitaux viennent souvent tôt, mais d'autres aussi vont mettre sur le compte des attaques mystiques. L'ulcère de Burli n'est pas une maladie contagieuse. 33 pays situés dans les zones tropicales et tempérées ont signalé l'ulcère de Burli et 15 de ces 33 pays notifient 5 à 6 000 cas chaque année selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, le traitement est pris en charge. Cependant, compte tenu du temps si long de la guérison, certains parents des malades ont du mal à faire face aux besoins alimentaires de ces malades.
Face à cette situation donc, l'ONG SR EVI, en partenariat avec la fondation du footballeur international Bonu Wilfried, décide d'apporter des vivres, des non-vivres, des médicaments aux malades de ce centre, et don d'environ 3 millions de francs CFA. L'ONG SR EVI a constaté lors d'une visite que les malades sont parfois abandonnés par leur famille et manquent de nourriture parce que ce sont parfois des malades qui viennent de l'extérieur la plupart du temps. Donc nous sommes venus aujourd'hui leur apporter un soutien. Les pensionnaires du pavillon de l'ulcère de Bureli de Djekanou ont exprimé leur satisfaction. Ils exhortent la population à emboîter le pas à cette ONG. Ils ont pensé à nous aujourd'hui, on souffre, donc aujourd'hui on est contente. L'ONG SR EVI a été créée en 2012. Elle œuvre dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la sécurité routière. Bientôt, les stations de reproduction de poissons de Dabou et de Jacquesville dans la région des Grands Lacs seront fonctionnelles. C'est le coordonnateur du programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques, Alou Aka, qui l'a annoncé après une visite de terrain. La suite avec Francis Boafo. Des échantillons de tilapia nilotica de la station d'alevinage de Dabou dans la région des Grands Ponts. Au nombre de 1500, ces poissons à croissance rapide ont survécu grâce à la nappe phréatique de la lagune et de l'eau de pluie. La pompe de surface devant alimenter les étangs de levage et les bassins de reproduction étant en panne. Une situation qui perturbe le bon fonctionnement de cette station de levage de poissons. Avec la panne de la station de pompage, nous perdons 30 000 alevins mensuellement. Conscient des dangers liés au manque de reproduction des poissons, le ministère des Ressources animales et halieutiques a entrepris des travaux de réhabilitation de la station d'alevinage de Dabou. À Jacquesville, les ouvriers de la station d'alevinage assainissent l'environnement des bacs circulaires, lieu de reproduction des mâchoirons et silures. Ils sont asséchés parce que l'électropompe qui les alimente est aussi hors d'usage. Après une visite, le coordonnateur du programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques rassure que des dispositions ont été prises pour rendre les stations de levage de poissons de Dabou et de Jacquesville fonctionnelles. Par la volonté du gouvernement, la station de Mopoyem est à un stade un peu avancé de réhabilitation. La station de Jacquesville sera réhabilitée très prochainement. Nous commençons les travaux à la fin de ce mois-là et nous estimons que d'ici 2 mois, nous devons pouvoir mettre les 2 stations à leur niveau de production maximale. Quand ils seront opérationnels, les bacs circulaires d'alevinage et de reproduction de Jacquesville vont accueillir une grande quantité d'alevins et de géniteurs. Nous avons une écloserie qui a une capacité de 8 bacs circulaires et donc nous pouvons accueillir 200 géniteurs. Et donc au total, nous avons une capacité de production d'alevins de 1 million, qu'il s'agisse des silures ou des mâchoirons. Les poissons issus des stations d'élevage seront mis à la disposition des aquaculteurs privés. C'est que le gouvernement veut réduire le déficit de production nationale de poissons, actuellement estimé à plus de 300 000 tonnes par an. Le maire de la commune de Soubreche, Lansina Traoré, était il y a quelques jours dans la localité de Buyo à l'invitation des populations bien sûr de cette localité. Il leur a expliqué le sens de l'appel de Daoukro et les retombées pour la Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla, Anigori. Dans cette tournée dans les localités du département de Bouyo, le maire de la commune de Soubré, Lassina Traoré, a expliqué aux populations que c'est grâce à l'alliance des Oufouettis que le président Ouattara a remporté les élections présidentielles précédentes. À l'approche de la présidentielle d'octobre prochain et au regard des performances réalisées par Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, président du PDCI, trouve aujourd'hui opportun de continuer cette alliance gagnante en présentant un candidat unique pour le rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP. Au dire du maire de la commune de Soubré, le président Bédié veut non seulement que les grands chantiers ouverts à travers tout le pays par le président de la République Alassane Ouattara puissent s'achever en beauté. Pour Lassina Traoré, l'appel de Daoukro est donc un appel à la continuité, un appel au renforcement de la cohésion sociale et enfin un appel pour le développement d'une Côte d'Ivoire émergente.
Akupé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, vient d'accueillir son nouveau secrétaire départemental du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le parti connaît une nette progression dans cette localité en termes d'adhésion des populations, grâce notamment aux femmes de la région. Et ce sont d'ailleurs aussi des femmes, Mesdames Jeanne Peumont et Joséphine Ouattara, qui ont procédé à l'investiture du tout nouveau secrétaire départemental. Christelle Médan, témoin pour RTI 1. Le département d'Akupé dans le pays du Kétin, lui aussi traversé par la vague de restructuration en cours au sein du Parti des Républicains. Un nouveau secrétaire départemental investi au cours d'une cérémonie qui aura été, pour le moins, une affaire de femmes. Marraine de l'événement, Madame Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République en charge des affaires sociales. À ses côtés, Joséphine Ouattara, présidente du Rassemblement des femmes républicaines. La présence à cette cérémonie de hauts responsables du parti et d'alliés issus du RHDP traduit l'importance de cette région pour le RDR. Dans le passé, le département d'Akupé était très difficile, l'accès était très difficile pour le RDR. Les artistes se réveillent maintenant parce qu'ils ont pris conscience. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se développe. Donc nous voulons aussi que Akupé soit développé. Je suis venu sur le terrain pour sensibiliser mes soeurs, mobiliser mes soeurs. Vaste chantier pour les femmes du FECUPAO, femmes émergentes du Kétin unies pour Alassane Ouattara, en première ligne dans les débuts de la conquête du département. Vaste chantier également pour le nouveau secrétaire départemental à quelques 8 mois de l'élection présidentielle. Gustave Abois se montre plutôt rassuré, fort de certains acquis. En 5 mois, le nombre de sections du RDR est passé de 11 à 27 pour les 23 villages du département. Nous allons continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, la région du Kété est favorable grâce aux actions du président. Le pays Kétin a bénéficié également du PPU. Ça veut dire que le président est là pour tout le monde. Et nous avons aussi forte raison d'encourager nos frères, de faire venir nos frères dans le bateau de l'émergence, c'est-à-dire à la réélection de notre cher président Alassane Ouattara. Le nouveau secrétaire départemental, élu parmi 4 candidats, bénéficie du soutien de ces derniers. Tous se disent engagés dans l'union à conquérir le département d'Akupé pour son développement avec Alassane Ouattara. Un mot de religion, la communauté musulmane d'Anyama Belleville-Ouest a une nouvelle mosquée. Elle a été inaugurée le vendredi dernier en présence des responsables du COSIM. Serge Colliard. Al-Madina Munawara, c'est le nom de la nouvelle mosquée du quartier Agnaman Belleville-Ouest. Son inauguration, supervisée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, section Abobo, dirigé par l'imam Vassouleman Sissé, a mobilisé les fidèles musulmans de cette communauté. En ce vendredi 6 février, ils ont tenu à participer à la prière inaugurale. Le COSIM a ensuite procédé à l'intronisation d'El Hadj Yacouba Silla, imam de la nouvelle mosquée Al-Madina Munawara. Il a reçu les attributs de son statut, notamment la chéchia enturbanée, la canne de commandement et le Saint-Coran. L'imam Yacouba Silla a prêté serment. La paix d'abord pour le pays, la paix pour toute la communauté musulmane, la paix pour toute la Côte d'Ivoire. C'est cela notre priorité d'abord de cette mosquée. Et deuxièmement, c'est de demander la cohésion, la l'unité de la Côte d'Ivoire et faire la prière beaucoup aussi pour le pays et pour les dirigeants du pays. Au nom du COSIM, le secrétaire général de la section Abobo, Souleymane Diassouba, a donné l'onction de ses pairs à l'imam Yacouba Silla. El Hadj Bala Diaby, parrain de la cérémonie, a pour sa part appelé à l'union entre les musulmans de Côte d'Ivoire. Dans nos mosquées, il faut que les gens s'entendent derrière l'imam. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de paix, rien ne peut se réaliser. Cette cérémonie pour la gloire d'Allah était placée sous l'autorité spirituelle du cheikh Aïmar Aboubakar Fofana, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le magazine de ce dimanche 8 février 2015 a pour invité le directeur général du CPC, M. Esmel Emmanuel Essis. Monsieur Essis, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de la 2e édition du Forum Diaspora for Growth. Et ça a eu lieu ici à Abidjan pour cette 2e
édition. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Noël Nyagno qui a suivi ce forum pour RTI 1. Fini la deuxième édition du forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui des diasporas apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. Nous vous le disions, le magazine de ce dimanche 8 février 2015 a pour invité le directeur général du UCPC, M. Esmel Emmanuel Essis. C'est quoi le forum Diaspora for Growth? Il répond à quoi? Je vous remercie. Je profite de votre antenne pour dire merci à la RTI d'avoir autorisé et accepté que nous passions pour parler de Diaspora for Growth. Effectivement, Diaspora for Growth est une plateforme, je dirais, des investisseurs ivoiriens comme son slogan le dit, mais il est une plateforme où nous permettons aux diasporas de pouvoir se parler entre eux, parce qu'on ne se parle pas suffisamment entre Ivoiriens, et de pouvoir voir dans quelle mesure leur participation est effective dans cette lancée que nous avons de l'économie ivoirienne. La première édition a eu lieu à Paris en France et la deuxième à Abidjan. Pourquoi Paris? Pourquoi Abidjan maintenant? Nous avons fait la première dans le pays qui regorge le plus de diaspora, c'est la France. Et la deuxième, on a voulu que nos frères et sœurs viennent voir les réalités de ce qui a été fait depuis longtemps. Parce que n'oubliez pas que Diaspora for Growth répond d'abord à l'appel du chef de l'État de demander à nos frères et sœurs de la diaspora de venir prendre part active, je veux dire, à la construction, à cette œuvre de reconstruction nationale. Et donc c'est ainsi que nous l'avons réalisé donc en 2013 à Abidjan et cette année on l'a réalisé donc en Côte d'Ivoire. Parlons toujours de la première édition. Il y a eu des retombées, monsieur le directeur, après ce forum qui a eu lieu à Paris. Est-ce que les Ivoiriens qui vivent à Paris, qui vivent en Europe, aux États-Unis d'Amérique, se sont mobilisés déjà pour investir en Côte d'Ivoire? Je crois que quand on voit la mobilisation qui a été celle de la deuxième édition, je dirais oui. D'abord, il faut préciser que l'appel du chef de l'État est entendu. Parce qu'il y a une forte mobilisation. Et deuxièmement, la première édition n'a rassemblé que 300 personnes. Aujourd'hui, on parle de 1500 personnes. Donc, je crois que la réponse elle est positive et que nous sommes satisfaits, que nos frères et sœurs ont compris qu'ils ont un rôle à jouer dans cette émergence de la Côte d'Ivoire. Alors, première édition, 300 personnes, deuxième édition, 1500 personnes, et c'était à l'hôtel Ivoire, ici même à Abidjan. Quels sont les sujets qui ont été abordés lors des échanges?
cette deuxième édition? Alors, le thème central du forum était donc la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Et ces défis sont nombreux. On pourrait citer entre autres la paix sociale, la croissance économique, le développement du secteur privé, l'attractivité de notre économie, les infrastructures, autant de sujets qui ont été, abordés. Mais le focus qui a été fait est de pouvoir permettre à la diaspora de parler du capital humain, en quoi est-ce que le capital humain peut être important pour l'émergence, de pouvoir parler donc de l'investissement immobilier, de pouvoir parler des financements qu'il faut pour l'investissement de la diaspora et de pouvoir aussi se poser la question du retour réussi de la diaspora. Parce que ce n'est pas toujours évident que nos frères et sœurs qui arrivent s'intègrent facilement après 15 ans, 20 ans passés à l'extérieur. Donc c'est autant de sujets qui ont été exposés par des panélistes de qualité, par des modérateurs de qualité, et la participation à ces éléments ont permis de faire de fortes recommandations. Justement, nous allons parler de recommandations, mais avant, je voudrais savoir, 300, 1500, ça veut dire que ce retour se fait sans problème au niveau de nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Oui, le retour se fait, je dirais qu'il faut peut-être que je précise, 1545 participants à ce forum, mais il faut compter, ceux de la diaspora sont de 1137 exactement, et nous avons à peu près le tiers qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Le reste, c'est la diaspora, près de 700 personnes qui constituent la diaspora déjà rentrée dans ce pays. Je crois que quand on prend ces chiffres-là, on peut se satisfaire qu'ils ont vraiment entendu l'appel du chef de l'État et qu'ils sont venus pour la mobilisation est donc parfaite. Alors, parlons maintenant des recommandations. Alors, les recommandations, je dirais, j'en citerai 3 principalement. La première recommandation porte sur la création d'un fonds d'investissement. C'était déjà la première édition une forte préoccupation de la diaspora. Je crois cette année, le Premier ministre l'a dit dans son intervention, nous allons y atteler pour que la prochaine édition puisse voir ce fonds d'investissement exister. Deuxième élément, c'est le cadre institutionnel de la diaspora. L'idée est de pouvoir, et le ministère de l'intégration y travaille, c'est de pouvoir permettre à la diaspora d'avoir un cadre institutionnel pour lui permettre de mieux cadrer son action. Et le troisième élément, c'est un peu la préoccupation de la diaspora, savoir leur arrivée. Comment créer un cadre incitatif, un cadre d'accueil pour leur permettre de mieux s'insérer dans le tissu social ivoirien. Alors très bien, alors en marge des échanges par rapport au thème de cette deuxième édition qui est la diaspora face aux défis de l'émergence, il y a une conférence, il y a également eu des panels, il y a également des possibilités, des occasions d'échange, des B2B, dit-on. Oui, nous avons organisé à peu près 200 B2B, c'est des rencontres entre diaspora résidents, diaspora venant de l'extérieur et entreprises privées qui ont participé. Donc c'est 200 rencontres que nous avons organisées et les résultats de cela, c'est la bouche pour jeu en fait. Ça a permis de pouvoir identifier des intentions d'investissement, mais surtout de pouvoir identifier près d'une centaine d'expressions d'emploi, de demandes d'emploi. Et donc ces rencontres ont permis aux gens de se parler entre eux, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mieux, canaliser leurs intérêts. Et nous sommes arrivés à ces résultats qui sont assez intéressants. C'est près de 20 milliards, je crois, d'intentions d'investissement qui ont été exprimées, que nous allons faire fort de suivre donc dans les mois qui arrivent. En tout cas, 20 milliards, si on peut avoir un peu plus de la moitié, ce serait intéressant pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de bourse au projet. De quoi s'agit-il? Alors, la bourse projet, c'est un espace que nous avons organisé où nous permettons à la diaspora de s'exprimer en termes de projets. Soit il a des projets à pouvoir réaliser, donc il s'exprime et nous l'enregistrons, soit nous avons aussi une bourse, un ensemble de projets d'Ivoiriens qui cherchent aussi des partenaires ou des financements. Et donc nous l'exposons. Donc cette rencontre qui se fait dans un cadre B2B permet de pouvoir dégager les 20 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors très bien. Arrivent, ils ont envie de venir investir dans leur pays, d'origine. Quels sont les secteurs d'activité qui les intéressent? Il y a l'aquaculture, l'agriculture, la mécanique. Mais quels sont les secteurs qui intéressent les Ivoiriens de l'étranger? Alors en 2013, c'est le secteur des TIC qui était vraiment le secteur dominant. Mais cette année, nous avons vu une pluralité d'expressions. De l'agro-industrie au BTP, en passant par les services aux entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, la diaspora, de par leurs compétences, de par leur expertise,
ont les capacités de pouvoir participer à tous les secteurs d'activité. Et c'est ce qui s'est constaté lors de ce forum. Est-ce que leur tâche est facilitée quand ils ont envie de venir investir, par exemple? Mais le CPC est là pour pouvoir faciliter. Au niveau du CPC, justement. Voilà, alors donc nous sommes là et c'est le cas, je veux de le répéter, que notre rôle justement est de pouvoir assister l'investisseur, et c'est le lieu aussi de dire que le CPC ne travaille pas que pour les investissements qui viennent de l'étranger, mais travaille aussi pour l'entrepreneur national. Et donc le même mode opératoire que nous avons pour l'entrepreneur qui vient de l'extérieur, nous l'appliquons aussi à ceux de nos frères et sœurs qui viennent s'adresser à nous, à savoir les informer, les assister jusqu'à ce qu'ils puissent réaliser l'investissement et leur accorder tous les avantages que l'État de Côte d'Ivoire accorde aux investisseurs en cas d'investissement. Alors, s'ils ont des difficultés, du coup, ils se rendent au CPC. Bon, nous sommes là pour, je dirais, on ne peut pas tout résoudre, mais nous sommes là pour écouter et surtout pour conseiller et orienter. Voilà, si on n'a pas la solution à notre sein, on sait pouvoir les orienter sur les administrations ou structures qui peuvent répondre valablement à leurs questions. Alors, très bien. Alors, lors de ce deuxième forum, il y a eu de l'innovation, des visites touristiques. Pour égayer un peu, je veux dire, les Ivoiriens qui ont quitté Paris, peut-être qui sont à Paris depuis 15 ans, 20 ans, mais qui sont venus pour participer à cette deuxième édition. Vous avez pu les maintenir pendant ces quelques jours. Effectivement, il y a l'innovation. L'innovation, c'était quoi? Nous avons eu le ministère de l'intégration qui a réussi près de 500 visites d'information. Nous avons donc le ministère de l'Intérieur qui était là à travers cette structure, qui a pu donner des informations sur les actes administratifs, sur le passeport. Nous avons effectivement notre partenaire, et c'est lui de remercier son directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, qui était là, et je peux vous dire qu'il a enregistré 100 visites. C'est 100 visites qu'ils ont organisées. Donc on ne s'est pas contenté de rester dans nos murs pour faire de la conférence, mais on a permis aussi à ceux des Ivoiriens qui souhaitaient redécouvrir leur pays de le faire. Et la Côte d'Ivoire Tourisme l'a fait de manière très excellente. Et surtout que le pays est en train de changer. Alors, dites-nous, quel est le bilan, votre bilan de cette deuxième édition? Paris, c'était 300, Abidjan, plus de 1500, vous avez dit tout à l'heure. Alors, le bilan? Sur le bilan, je le verrai plutôt en termes de challenge. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, après cette deuxième édition, nous avons encore plus de responsabilités. Et avec le ministère de l'intégration des Ivoiriens de l'extérieur, nous allons ensemble bâtir ces stratégies pour permettre à ce forum d'être vraiment très institutionnalisé et de permettre l'expression plurielle, je veux dire, du retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous y attelons. C'est le lieu peut-être de saisir cette occasion, si vous l'autorisez, à remercier d'abord le chef de l'État d'avoir autorisé la tenue de ce forum, le Premier ministre qui a présidé personnellement ce forum depuis 2 ans, et le ministère de l'Intégration qui, sans son implication personnelle, n'aurait pas permis de réaliser cet important forum. Il y a eu la première édition à Paris, la deuxième ici à Abidjan. La troisième édition est prévue pour quand et où? Alors, je peux peut-être vous dire, sur notre agenda, on a une grande activité qui est prévue. C'est le Forum Investir 2016 que nous préparons. Donc, nous viendrons à temps à nos autorités pour leur proposer donc la seconde édition. Mais je crois que déjà des candidatures se sont exprimées lors de ce forum. Mais je me garde, si vous m'autorisez, de pouvoir ne pas donner de ville avant que j'ai l'autorisation et l'accord de nos autorités. Très bien, merci d'avoir participé à ce magazine de ce dimanche. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On a Côte d'Ivoire, Ghana pour la finale de la CAN 2015. Une très très belle affiche, nous vous le disions à l'instant, en face de Yaya Touré, Gervinho, Sylvain Gbagbo, Boni Wilfried Masgradel, Seridier et autres. Il y a les frères Ayew et de part et d'autre. Tous veulent cette coupe. Il y aura donc de la qualité au niveau du jeu, mais vivement, nous vous le disions, vivement que les meilleurs soient les Ivoiriens pour une deuxième coupe très attendue par le peuple ivoirien. La première confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'était en 1992 pour la finale remportée par la Côte d'Ivoire, et vivement que l'histoire se reproduise. Et certainement la deuxième fois, ce sera ce soir à partir de 19h. Monsieur Sis, comment vous appréciez cette finale?
pour terminer. Écoutez, comme tout Ivoirien, nous sommes heureux. Le président l'a déjà annoncé. Nous attendons cette chose depuis longtemps. Aujourd'hui, les acteurs présents ne sont pas les mêmes, les équipes sont les mêmes, les dirigeants ne sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de similitudes. Donc nous espérons et souhaitons bonne chance aux éléphants et nous serons tous devant la télévision pour le supporter. Et l'ambiance après 19h, après le match. Mais ça, je crois que les rues d'Abidjan seront bondées et nous aussi, nous allons prendre part à la fête. Voilà. Et ça fait partie, je vois, des éléments clés et des éléments de cette émergence dont on parle en Côte d'Ivoire. Très bien, merci d'avoir participé à ce magazine de dimanche. C'est communiqué pour terminer cette édition. Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant est heureuse de constater le formidable élan de solidarité et de cohésion des Ivoiriens autour de nos éléphants qui, dans quelques heures, joueront avec l'équipe ghanéenne battant en Guinée équatoriale la finale de la CAN 2015. Elle invite par la même occasion les populations, les familles, les femmes et les enfants à redoubler de vigilance dans le cadre des mesures recommandées pour une meilleure protection de nos enfants en cas de nécessité, remettre sans violence les suspects à nos forces de sécurité, au commissariat ou à la brigade de gendarmerie le plus proche ou appeler les numéros suivants 116, 110, 111, 147, 145 et 170. Je répète 116, 110, 111, 145, 170 au cas où quelques individus mal intentionnés voudraient bien profiter de la victoire des éléphants pour commettre quelques erreurs. Monsieur Essis, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Du courage aux éléphants de Côte d'Ivoire et la victoire.